L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, retour sur le parcours exceptionnel d'un jeune étudiant grenoblois dans un célèbre jeu de la télévision. Et zoom sur la prochaine édition des Journées du patrimoine en Isère. Et pour parler de ces sujets, je reçois Paul Elkarat. Bonjour Paul. Bonjour Thibaut. Étudiant grenoblois et champion du jeu télévisé Les 12 coups de midi qui vient de sortir, même si parfois ça passait le soir. J'étais sûr, je l'entendais en répète. Minuit, non, c'est pas minuit. D'ailleurs, c'est inscrit sur la jaquette du livre que l'on vient de voir et que vous venez de publier. On en parlera avec vous dans quelques instants. Avec nous également Laurie Baillet. Bonjour Laurie. Salut Thibaut. Chroniqueuse culture de Télé Grenoble. On est très content de revoir après quelques mois d'absence. Ça me fait plaisir d'être là. Et puis Charlotte, la spécialiste de la revue de presse. Bonjour. Salut Thibaut. Qui s'était fait également discrète pendant le confinement, forcément. Charlotte, elle passe son temps à regarder les autres médias pour dénicher les séquences, les scènes où les habitants de l'Isère se retrouvent sur la grande télé et on les reprend chaque semaine dans la petite télé, la nôtre dans notre revue de presse. Comme c'est la dernière émission de la semaine, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Charlotte, c'est ta première revue de presse depuis 6 mois. Elle risque d'être un peu chargée, non ? Ouais, elle est très chargée parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Car depuis la rentrée, les Isérois sont nombreux à faire parler d'eux. Alors non, on ne va pas parler du quartier Mistral aujourd'hui, je l'annonce direct. On va commencer avec ton émission préférée, Thibaut, puisqu'on va parler de Koh-Lanta. Et oui, quelques mois après la déception de la France entière en confinement face à la défaite de Claude, le programme phare de TF1 revient avec une nouvelle émission, un nouveau concept. Alors cette fois-ci, il y a 4 équipes qui représentent chacune leur région, le Nord, le Sud, l'Ouest et l'Est. Et dans l'équipe de l'Est, on retrouve un candidat isérois, Laurent. Et dans cette équipe, c'est un véritable Indiana Jones des temps modernes et aussi le prof d'histoire géo qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Justement, en tant que professeur d'histoire géo, si vous deviez mettre en exergue les qualités des gens qui viennent de l'Est, vous diriez quoi ? Bah, je suis rien. Quand je visse mon chapeau sur mon crâne le matin et que je pars pour travailler, c'est toujours avec le sourire. Les jeunes ont surnommé Papa Jones. Alors j'ai toujours été passionné d'histoire. Bonjour à tous, asseyez-vous. C'est vrai que j'aime enseigner cette passion à mes élèves. Hop. Voilà, un casque de légionnaire. Et vous vous rappelez, on l'avait fait en 6e, que ça, c'est pas des ailes, c'est des protège-joues. Et c'est super solide. J'aime raconter des histoires. J'aime faire vivre l'histoire, la rendre attrayante et la rendre vivante. Voir un petit peu les élèves vivre la chose, c'est quelque chose d'important. C'est pas une science morte. Vous pouvez ranger vos affaires, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Voilà, Laurent qui est professeur dans un collège de Gières, donc dans la banlieue de Grenoble. On espère qu'il va aller le plus loin possible dans le jeu qui vient de démarrer. Koh-Lanta qui a été malheureusement touché par un décès cette semaine. On a appris la mort de Bertrand Kamal, un des candidats qui fait d'ailleurs partie de l'équipe de Laurent. Alors comme les épisodes ont été tournés il y a plusieurs mois, j'imagine que c'est un casse-tête pour la production pour savoir comment ils vont faire apparaître ce personnage important dans le jeu et qui vient de décéder. Koh-Lanta, Paul, c'est un jeu qui vous aurait tenté ? Pas pour l'instant. mais je pense que pour rebondir, j'avais entendu parler de ce décès-là et quoi de mieux pour rendre hommage que de le laisser à l'écran, justement. Bah, je crois que c'est d'ailleurs l'option Parce que je pense la production va choisir. Je pense vraiment que s'il y a encore des gens qui pensent que TF1 est en direct... Surtout là, quand on est à l'autre je pense pas que je pourrais aller tous les jours au 12 coups de midi. J'aurais vraiment autre chose à faire. Quotidiennement y retourner, non, c'est pas possible. Impossible. Bon alors, autre Isérois à avoir également fait parler de lui, mais cette fois-ci sur une échelle internationale. C'est
cette fois-ci, c'est Nance Peters en une de nombreux journaux après sa fantastique victoire sur le Tour de France le week-end dernier. Première participation à la Grande Boucle et première victoire. Une performance qui a donc retenu l'attention des médias. Le journal L'Équipe parle de lui comme étant la révélation des grands tours. Et La Dépêche parle, eux, de petits chefs-d'œuvre pastoral. Et mes invités hier dans l'émission ont tous pronostiqué la victoire de Nance Peters pour l'étape La Tour du Pin Grenoble qui aura lieu la semaine prochaine. Ce serait beau qu'il double ce serait très devant beau. son public. En plus, chez lui, ce serait très beau. Cette fois-ci, c'est au détour du JT de 13h de France 2 qu'une entreprise a fait parler d'elle. C'est plus précisément à Bresson que les caméras du journal sont venues découvrir la manufacture de Pont, une entreprise familiale créée en 1935. C'est une entreprise qui imprime son style et n'a eu de cesse de déclarer sa flamme à un savoir-faire fragilisé. Une histoire de famille aussi débutée en 1935 et qui continue aujourd'hui de s'écrire avec la 3e génération. Papa, Michel avec maman. Ça, c'est à Grenoble. Voilà, Grenoble. Laurent Caillat et sa sœur Cécile co-dirigent l'imprimerie qui a bien failli s'arrêter en 2008. C'est vrai que c'est un métier qui a connu beaucoup d'évolutions techniques. Il y a eu la crise un petit peu économique, la crise du papier. C'était fulgurant, du jour au lendemain. Les campagnes de communication, les dossiers de presse, les catalogues, les gens ont bloqué tous les budgets. Et d'un coup d'un seul, on est passé de tout à rien, quoi, à plus rien. Et il semblerait qu'il n'y ait pas d'âge pour faire partie de cette revue de presse, car certains petits Isérois sont aussi très doués pour le chant. Et c'est ce que l'ont pu constater les téléspectateurs de The Voice Kids samedi dernier, avec pas un, mais 2 talents en prime time. Le premier, Tony, 12 ans, un Grenoblois, un fan incontesté de Kenji Girac, membre du jury cette année. Et le second, Maxence, 15 ans, originaire de Sardieu. On regarde leur performance. Ça pleure aussi. Fragile qu'un môme qu'on a laissé tomber, qu'il soit le roi de Rome ou le clochard du coin. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Avec des romans, c'est ça le secret. Ah, elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi qu'on a tous dit, ah c'est dommage, c'est peut-être la dernière fois. Alors malheureusement, comme on l'a vu sur ces images, seulement Tony a fait retourner les coachs et je vous laisse deviner avec lequel il est parti. Kenji. Exactement. Ouais, forcément. La version rock du tube de rap, ça n'a pas fonctionné. Non, malheureusement, non, les coachs ne se sont pas retournés. Bon, c'est marrant parce que Kenji, il y a quelques années, il était candidat de cette émission. Maintenant, c'est lui qui choisit les futures stars. Bon, voilà, ça fait une belle boucle. On va proposer d'ailleurs à Tony de venir avec sa guitare sur le plateau de Si on parlait à partir de la semaine prochaine pour nous raconter un peu les coulisses aussi de cette aventure. Alors, il y a un autre Isérois qui aurait pu être dans ta revue de presse, mais on a la chance de l'avoir avec nous, donc c'est encore mieux. C'est Paul Elkarat qui sort ces derniers jours un livre, ma 153e victoire aux éditions HarperCollins. Paul qui a fait un peu le tour des médias ces derniers temps. Ouais, c'est ça, c'est un peu la course, le marathon. J'ai fait un peu toutes les chaînes et tous les plateaux télé qui puissent y avoir. Enfin, j'ai reçu de nombreuses invitations et pour faire dans le cadre de la promotion du livre, et donc j'ai accepté avec plaisir d'y aller. Là, on vous voit il y a quelques jours sur le plateau de Quotidien de Yann Barthès là, sur TMC. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes un Grenoblois, donc vous avez toute votre place sur Télé-Grenoble. Cette semaine-là, sur Quotidien, il y avait quand même Nicolas Sarkozy, Omar Sy et Paul Elkarat. C'est une suite logique. Et puis quand je me vois marcher, il faut vraiment que je travaille sur ma démarche. C'est pas possible. On dirait un ours polaire, quoi. Sur 2 pattes. Alors Paul, vous êtes le plus jeune champion des 12 coups de midi, qui est un jeu télé diffusé depuis une dizaine d'années sur TF1 et présenté ludique, par culturel, voilà. Oui, le jeu ludique. Ouais, culturel, un peu amusant. D'ailleurs, pour ceux qui ne regardent que Télé Grenoble et pas TF1, comment vous pouvez présenter rapidement les 12 coups de midi ?
Bah, comme je viens de le dire, c'est un jeu culturel ludique présenté par Jean-Luc Reichmann depuis 10 ans cette année. On a fêté les 10 ans. Et il y a 4 candidats, dont un maître de midi, avec 3 autres rivaux potentiels. Et donc le but, c'est de devenir calife à la place du calife, quoi. C'est de devenir maître de midi et de se maintenir à ce poste le plus longtemps possible, on va dire. Et par le biais justement de questions culturelles, ludiques, intéressantes. Voilà. Des questions qui ne sont pas à la portée du premier venu. Regardez cet extrait. Est-ce que tu es prêt? Oui. Top! Quel philosophe était surnommé l'horloge de Königsberg? Kant. Top! Lors de quel conflit la bataille de Gettysburg s'est-elle déroulée? Guerre Sécession. Guerre de sécession est une bonne réponse. Top! Qui a écrit Le désert des Tartares? Dino Buzzati. Dino Buzzati est la bonne réponse. Paul. Top! Quel terme latin désigne le traité signé en juin 1215 par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre? Magna Carta. Oui. Magna Carta. Bah, les barons, ils étaient un peu furieux contre Jean sans Terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, au niveau des terres, et donc ils ont signé une célèbre charte en 1215. Bon, moi je suis honnête, j'en avais aucune des 4. Vous donniez en plus des explications à chaque fois sur les réponses. Ouais, c'est ça. Bah, Jean-Luc, il me demandait des explications plus approfondies, donc je les donnais avec plaisir, parce que j'aime bien en parler. Et puis voilà, il était très circonspect à chaque fois de vos réponses. Vous savez à combien de questions vous avez répondu sur ce jeu? Non, vous ne les avez pas calculées? Plus de 5500, je crois. 5500. Ouais. Alors, à peu près, hein, c'est approximatif. Je ne me suis pas amusé à les compter. Ce qui fait votre particularité, Paul, au-delà de la longévité dans ce jeu, c'est que vous êtes autiste Asperger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce syndrome? L'autisme Asperger, pour l'expliquer de manière assez précise, tout en étant compréhensif par les autres, c'est que c'est un trouble envahissant du développement qui se caractérise par 5 critères qui sont propres à toutes les formes d'autisme. On va dire c'est des intérêts restreints, c'est des activités un peu stéréotypées, difficulté à comprendre le second degré, les relations sociales un petit peu compliquées, et puis ça peut aussi se ponctuer par des phases de dépression et de violence irrépressible, on va dire. Mais c'est pas toujours évident, c'est vrai. À la rentrée, il y a eu une pré-rentrée et c'est vrai qu'on voit le fossé un peu qui me sépare des autres. Alors, il y en a des groupes qui se forment dès la rentrée et moi je reste sur le bord et j'arrive pas à m'intégrer. Difficulté d'intégration. Ah ouais, toujours. Pour le second degré, bon, après j'ai mon second degré à moi et puis j'essaie de comprendre les autres aussi. Ouais. Vous avez été diagnostiqué il y a peu de temps finalement. Le 22 juin 2015, j'avais 16 ans. Ouais, en Martinique. C'est aujourd'hui considéré encore comme un handicap L'autisme, en règle générale, c'est toujours dans les maladies de l'OMS. Et j'aimerais vraiment que ça change aussi. Oui, c'est considéré comme un handicap. Et il y en a beaucoup qui le considèrent encore comme une maladie. C'est pas tout à fait ça, c'est un trouble neurologique. Donc j'aimerais vraiment que ça évolue dans le bon sens. C'est quoi de mieux que de parler de mon propre cas et d'évoquer mon histoire dans un livre pour faire changer un peu les mentalités. Enfin, j'ai déjà pu en parler dans des émissions, dans des vidéos, dans des interviews de tout azimut, on va dire. Et donc c'est un bon moyen pour moi de m'en expliquer. Le livre, il a ces deux fonctions de raconter votre parcours au sein de ce jeu télé. Et puis donner un peu espoir aux familles qui sont un peu dans le brouillard et qui ne savent pas comment avancer avec leurs enfants ou leurs proches qui sont justement porteurs d'un syndrome autistique. Donc c'était aussi dans ce sens-là d'explication. Bon, pour revenir sur les 12 coups de midi, c'est un jeu, tant qu'on gagne, on joue, on revient. À chaque participation, vous avez, enchaîné donc 152 victoires. Voilà, c'est ça. On vous surnommait, ça c'est Charlotte qui m'a donné le surnom, Wikipol, hein, c'est ça? Oui, en référence à l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Voilà. On vous a vu adepte déjà d'expliquer les réponses que vous donniez, mais vous étiez aussi capable de corriger les éventuelles erreurs que pouvait faire la production. Regardez un petit exemple. Oui, c'est ça. Il a écrit des livres sur la biologie, le désert, fonction des écosystèmes. Mais bien évidemment. Il est mort à 98 ans. Mais Mono, par contre, c'est un D à la fin. C'est pas un T. Oh la vache. Oh la vache. Oh là 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 là. Là, c'est la boulette.
explorateur biologiste n'a rien à voir avec la pâtisserie. Oui, la question c'était qui est un célèbre pâtissier. Et puis il y a une célèbre photo de Théodore Monod qui justement est en plein désert et qui regarde l'œil perdu sur la carcasse d'un animal, enfin les os quoi. On voit généralement dans les films de l'Ouest des têtes de bélier ou de bouc, vous savez, ouais, je vois bien. Accroché. Et ben là il avait l'œil penché dessus, en plein milieu du désert. Je ne sais pas c'était lequel. Ça devait être un désert africain et c'est une photo qui m'est très connue. Enfin moi. Ces connaissances que vous avez, en fait, elles viennent quoi? De vos lectures? Dès que vous lisez quelque chose, ça reste imprégné dans votre cerveau? La lecture, l'apprentissage, accompagné d'une très bonne mémoire qui m'aide beaucoup sur ce coup-là. Et surtout, une curiosité sans faille, parce que j'adore connaître, j'adore savoir, et je vais chercher l'information. Le dictionnaire est un peu mon livre de chevet, parce qu'on y gagne beaucoup d'informations, aller un peu picourer sur tous les sujets, ça m'intéresse beaucoup. Alors, vous avez été pendant environ 6 mois à l'antenne sur TF1, première chaîne d'Europe, 3 à 4 millions en moyenne de téléspectateurs sur chaque émission. Ça a changé un peu votre rapport dans votre quotidien avec vos amis, vos proches, d'être connu, d'avoir de la notoriété? Les gens qui me connaissent sont fiers de moi, mais ils savent comment je suis. Donc, ils sont aussi étonnés de certains aspects dont j'ai été capable de faire. De faire preuve je me suis mal exprimé, de faire preuve d'un certain courage, abnégation, une certaine concentration, sachant que j'ai beaucoup de difficultés dans ça. Et ils ont été fiers de moi, mais ils savaient que j'en étais capable parce qu'ils me connaissent au fond. Ils savent que je vais jusqu'au bout, que je suis un warrior, quoi. que j'abandonne pas et que mentalement je suis assez fort mentalement pour supporter tout ce que j'ai fait. Après, j'étais apte psychologiquement aussi à subir tout ça, on va dire, subir entre guillemets, bien sûr. Alors, vous êtes étudiant à Grenoble, à l'université de Grenoble, étudiant en histoire, oui, c'est ça En troisième année. On vous reconnaît à la fac Je sais pas. Mais... C'est vrai qu'avec le masque, c'est pas. Avec le masque, je sais pas. C'est une bonne façon de passer. Mais alors, s'ils me reconnaissent, ils sont vraiment forts de retenue, quoi. Je suis béat devant tant. Je vais pas dire d'ingratitude, mais c'est vrai que les gens. Avant, les gens me parlaient pas parce que j'étais pas nécessairement reconnu. Les gens n'osaient pas venir me voir et ils voyaient que j'étais sur le bord, ils n'osaient pas venir. Alors que c'est vrai que moi, je demande que ça. Et maintenant, ils sont impressionnés. Maintenant, ils osent plus venir parce qu'ils savent qui je suis, ils veulent pas m'embêter. En fait, ça sert à rien. En fait, ça sert à que dalle. En fait, parce que ça soit avant ou après, ils viennent pas vers moi, donc je suis dégoûté. Les émissions et les études en même temps, parce que j'ai fait un arrêt, un stop dans les études. Parce que la transition était compliquée, je me suis repris en janvier. Et au moment où je me reprenais bien, bim, il me demande de rester chez moi. Du coup, je dois faire les examens chez moi. Je suis pas du tout motivé, alors là, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai l'impression que les gens se foutent de moi. En fait, ils veulent pas venir me voir, en fait. C'est tout, en fait. Ça va changer. Ouais. Ça va changer. La vie va redevenir un peu normale. Voilà. Mais juste un petit bonjour. Allez, on y va, on le laisse, ce petit bouffon. Parce que du coup, l'enregistrement des émissions, ça se passait comment? Vous les faisiez à la chaîne? Comment ça se passe un petit peu? À la chaîne, 5 par jour. Ah ouais. Voilà. Voilà. Ils nous font souffrir comme des esclaves, ils veulent pas qu'on le dise. Non, je plaisante. Ils ont été très bienveillants, très chaleureux, très bons avec moi et je les remercierai jamais assez parce que ils ont mis du temps à me faire venir sur le plateau, 5 mois. J'ai commencé en mars 2019 et ils se sont dit comment je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que je le fais venir, comment ça va se dérouler, comment son attitude va se manifester. J'espère que ça va pas être une catastrophe, une calamité. En fin de compte, ça s'est bien déroulé, donc c'est l'essentiel, on va dire. Vous étiez un bon client pour le jeu pendant tous ces mois. J'étais un bon client, ils sont bien tombés sur ce coup-là, on va dire. J'ai une question, une seule, je vous en poserai qu'une aujourd'hui. Vous pouvez jouer également, je vais d'ailleurs la poser à Charlotte et Laurie. C'est pas la question sur laquelle j'ai perdu, par exemple. Qui a été 2 fois président de la République sans jamais avoir été élu. C'est ça, les filles. Alain Poher, Charles de Gaulle, Georges Pompidou ou Valéry Giscard d'Estaing? À défaut de dire une bêtise, je ne dirai rien. Il faudrait que Paul réponde. Non, moi je réponds pas. Non mais répondez-vous, vous auriez dit quoi vous?
Je sais pas. Mais moi, j'étais fatigué, j'avais la réponse, bien sûr. Et les gens qui croient que j'avais pas la réponse, j'ai fait exprès de perdre, c'est faux. On vous voit, ah là. non, enlevez-moi ça, là. Ah non, c'est bon, là. Vous aviez répondu Charles de Gaulle et c'était Alain Poher. Bon, il n'y a personne autour de ce plateau qui avait la réponse, de toute façon. Mais si, moi, je l'avais, mais bon, comme je suis le seul qui l'avait... Il fait le malin, lui. C'est sûr qu'il y a que moi qui l'avais, apparemment. Et c'est vrai que c'est toujours pénible. Mais c'est bon, levez-moi ça. C'est sûr que c'est pénible de se dire qu'on a la réponse et qu'on se foire, qu'on passe à côté parce qu'on est dans la déconcentration, parce qu'on est, comment dire, on va plus très bien, on est fatigué, on est éreinté, on a envie que ça s'arrête, et parce que c'est répétitif aussi. Puis j'étais à la 4e de la journée et j'avais plus toutes mes facultés intellectuelles, quoi. Jean-Luc, il vous dit quoi quand il voit que vous donnez pas la bonne réponse? Lui qui était toujours impressionné des Il réponses. fait aïe aïe aïe. Parce que il va pas dire oh, c'est chiant, je suis triste. Il faut qu'il reste dans son rôle d'animateur et de show must go on. C'est ce qu'il vous a dit après, C'est par terminé, une page se tourne. Comment? C'est ce qu'il vous a dit après? Oui, la page se tourne, il est déprimé aussi, il est dégoûté parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble sur le plateau et qu'on partageait de bons moments. Et c'est vrai qu'il devra se satisfaire d'un autre maître de midi qui est tout nouveau et dont il ne connaît pas encore. Et il devra changer ses habitudes. Et moi, c'est pareil. Mais c'est comme ça. Vous avez eu quand même un beau lot de consolation après cette élimination, hein, 691 522 €. Je voulais être précis. C'est ça. Si vous pensez que c'est parce qu'ils m'ont donné un chèque que je suis satisfait, que j'ai un lot de consolation, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à la rétine. Parce que c'est faux. Moi, je voulais continuer. Je voulais pas m'arrêter sur une question dont j'avais la réponse, qui plus est. Moi, je voulais poursuivre encore et encore, mais bon, je laisse ça de côté, je me dis que c'est bon, c'est terminé, c'est achevé, je me suis planté, voilà, c'est pas grave, de toute façon je l'avais, les gens qui me connaissent savent que je l'avais et que j'ai pas fait exprès de perdre, et le plus important c'est l'aspect incroyable, exceptionnel de cette aventure, parce que je pensais pas faire une émission et que faire tout ça c'est juste époustouflant, je vais dire, pour moi, parce que c'était très compliqué au début. Quand je visualise là d'où je viens, c'est quand même assez incroyable. Eh ben, je vous invite d'ailleurs à lire la 153e victoire, c'est celle-là, la victoire sur l'autisme et Asperger qui vous touche. C'est aux éditions Collins Harper, ou Harper Collins, c'est plus... pas un handicap qui me touche, vous savez pourquoi? Parce que je sens plus le fait qu'il me touche, en fait. Il est tellement en moi qu'il me touche plus, en fait. Il m'imprègne, il me pénètre carrément, quoi. Ouais, c'est dessus. Il y a des fois, quand j'ai du recul sur moi-même, je me dis, il me fait sacrément caguer, quoi. Comme si vous comprenez l'expression. J'ai bien compris. On a des accents marseillais aussi, nous. Ouais, non, mais moi, j'utilise le mot gâté. J'utilise ce genre de... Je fais un gâté. J'utilise des mots du Sud parce qu'avec ma mère, avec ma famille du côté de ma mère, on utilise ces mots-là. Ouais. Eh ben, si vous voulez venir rencontrer Paul, lui dire bonjour, voir comme il est sympa et qu'il maîtrise d'ailleurs très bien le second et le 3e degré, il sera en dédicace à la librairie Artaud à Grenoble le samedi 19 septembre de 15h à 18h, voilà, pour son livre qui revient sur cette drôle d'épopée. Je sais que vous avez un intérêt pour l'histoire, Paul, puisque vous êtes étudiant dans ce domaine. Alors, ça tombe bien, puisqu'on va finir cette émission avec Laurie et ses idées de sortie pour le week-end. Et cette semaine, Laurie va nous parler des Journées du patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 septembre. Exactement, donc on parle des Journées européennes du patrimoine. Donc c'est le week-end prochain. Crise sanitaire, elle est quand même maintenue, elles sont quand même maintenues, hein, on est d'accord. L'objectif, c'est mettre en valeur la richesse du patrimoine français. C'est un événement national, annuel, qui a lieu partout en France et forcément en Isère. Et si tu veux bien, Thibaut, on va commencer un petit peu avec de l'histoire, sous le regard attentif de Paul. Donc les premières journées du patrimoine... Pas de bêtises, hein. Alors, je suis concentrée. Elles ont été lancées en 84 à l'initiative de Jacques Lang, donc à l'époque ministre de la Culture sous Mitterrand. Sous le nom, donc, Journée porte ouverte dans les monuments historiques. J'ai juste, Paul, c'est bon? Ça va? Oui, c'est bon, Jacques Lang, oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est un événement qui a eu un sacré succès et l'initiative, elle a été étendue au niveau européen. Aujourd'hui, plus d'une 50aine de pays dans le monde organisent des manifestations de ce genre. Donc, autre date clé, hein, c'est en 1992, lors du second tour de Jacques Lang, en tant que ministre de la Culture. Les Journées européennes du patrimoine sont passées de 1 à 2 jours.
Ensuite, donc, on sait qu'elles sont organisées sous l'égide du ministère de la Culture. Cette année, 37e édition, nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Et je cite, « Madame, déconfiner la culture pour qu'elle soit l'affaire de tous ». Donc, comme chaque année, ces journées s'articulent autour d'un thème spécifique. Cette année, le thème retenu, patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles, Laurie, pour ces 2 jours en Isère? Alors, en Isère, Thibaut, tu as le choix. Il y a 462 sites ouverts dans 221 communes. Alors, l'intérêt des Journées européennes du patrimoine, c'est de pouvoir franchir les portes de plusieurs monuments, donc, dont certains sont fermés au public pour le reste de l'année. Donc, ça va de parcs et jardins, bâtiments religieux, civils. Tu peux visiter, par exemple, la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble, l'hôtel d'Ornacieux, rue Chenoise, le tribunal d'administration, la préfecture, les coulisses du théâtre 145, etc. Tu as le musée dauphinois avec des expositions, au musée de la Résistance, l'ancien évêché. Tu peux visiter le cabinet Rembrandt, le musée Stendhal, le couvent Sainte-Cécile, l'hôtel des troupes de montagne. Bref, beaucoup de choses. Si on devait aller à un seul endroit, lequel tu me conseilles? Alors moi, mon coup de cœur, Ah. ouais, mon coup de cœur quand même, j'en profiterai pour visiter les coulisses de la Belle Électrique, donc place André Farcy, samedi de 13h à 18h. Alors tu peux y découvrir la salle, son histoire depuis sa création en 2015, la scène, tu peux monter sur scène, peut-être pousser la chansonnette, Thibaut qui sait. Tu peux découvrir l'envers du décor, les backstage, les loges, le câblonnet, c'est ce qu'on voit actuellement, donc plus communément appelé le grill, donc c'est cette plateforme tendue au-dessus de la scène qui assure le déplacement des techniciens en toute sécurité pour régler la lumière, par exemple. Ah, bah, je connais bien. Ah, bah voilà. Parce que mon père, il fait sécurité incendie avec d'autres collègues à la Belle Électrique. Ah, bah voilà. Bah, c'est alors, pas toujours évident. Hein. Bah, il sera peut-être mobilisé pour les... On leur fait coucou. Peut-être qu'il sera mobilisé. Il attend d'être appelé, en fait. Pour les Journées du patrimoine. Voilà. La Belle Électrique qui est en fête, en plus, en ce moment, Laurie? Oui, alors en ce moment... Qui essaye de l'être? Ouais, alors en ce moment, la Belle Électrique, c'est ça, regardez. Ambiance techno. Alors comme on peut le voir en fait sur la vidéo, la Belle Électrique en fait elle s'est transformée depuis jeudi en guinguette jusqu'au 20 septembre. Donc c'est la guinguette électrique. Donc c'est un lieu convivial sur l'esplanade en plein air avec des concerts gratuits, un espace de restauration. La guinguette elle peut accueillir 600 personnes debout avec masque obligatoire. Donc au programme comme on le voit, un DJ set, concert, pop, rock, électro et funk. Et d'ailleurs, ce sont peut-être les derniers concerts de l'année, vu le contexte. Et oui, parce qu'on est passé en zone rouge. Ça y est, tous les voyants sont allumés. Hein. Et pour les salles, ça change beaucoup de choses. Exactement. Donc en fait, j'ai eu Frédéric Lapierre au téléphone cette semaine. Donc c'est le directeur de la Belle Électrique. Et il m'a effectivement confirmé pour lui que c'était très compliqué pour les salles de spectacle. Donc actuellement, en fait, il ne veut pas communiquer sur la programmation de la rentrée parce qu'au final, il y a trop de reports, il y a trop d'annulations. Et en fait, il ne sait pas vraiment de quoi demain sera fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, la jauge de la Belle, c'est 1000 personnes et c'est une jauge debout. Maintenant, zone rouge, on est donc public assis avec une jauge qui a baissé. On passe à 210 personnes, donc assises avec 1 mètre de distance entre elles. Ces 210 personnes, elles seront masquées. Et dernier point flou, donc le bar à l'intérieur de la salle. Donc pour l'instant, on ne sait pas si on peut boire un coup en fait, devant un potentiel concert, sachant que dans les cinémas, par exemple, on peut manger du popcorn. Ouais, de 1000 places à 200 places, ça va faire effectivement une sacrée différence, d'autant qu'il y a des concerts qui sont déjà complets pour le mois d'octobre, qui ont été vendus, j'imagine, avec la jauge complète. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, tirer au sort peut-être les billets. Enfin, c'est compliqué. Du coup, c'est mieux d'aller se rabattre sur des concerts en extérieur, c'est ça? Voilà, donc du coup, la boucle est bouclée, on en revient à la guinguette. Et donc à la guinguette électrique jusqu'au 20 septembre. Donc côté programmation, on attend notamment Bongo Hop, donc dimanche 13 septembre de 18h30 à 20h. Donc c'est le nouveau projet du trompettiste Étienne Sevé. Ouais, ça là, c'est le. Et donc c'est de l'afro-caribéen, accent colombien, funk, afrobeat, un rythme chargé de soleil, plutôt jazzy. Je vous laisse écouter un petit extrait. Voilà, et puis mercredi, c'est plutôt une journée pour le jeune public avec un atelier de création de masques et surtout avec le concert du groupe grenoblois qu'on aime bien chez nous, les Mélimum. Et puis on attend aussi en tête d'affiche un petit peu This is the Kit le 18 septembre. Il y a Voilà Sound System le 19 septembre.
Et puis si vous voulez voir du local, parce qu'on est toujours à Télé Grenoble très local, je vous donne rendez-vous vendredi à partir de 19h avec le groupe d'indie rock, d'indie folk Ashburn. Et voici un extrait. When it will come around, oh, you won't see it coming, I hear it make a sound. But would you sing along and welcome the lightning to such song? À Ashburn, qui sera également en concert sur Télé Grenoble, c'est le hasard, ce samedi 12 septembre à 15h30 et mercredi 16 septembre également à 15h, un concert qu'on avait enregistré à l'occasion du Cabaret FAP 2018. Entre-temps, Paul a corrigé Laurie, enfin elle n'avait pas été exhaustive. Voilà, il lui manquait un petit peu d'infos. Il y a aussi des petits musées que j'aimerais un peu qu'on entende plus parler, que les gens aillent plus les voir. C'est un peu le musée de la Résistance déjà, qui est pas loin d'ici. Ah, la rue d'à côté. Le musée de l'ancien évêché, le musée Hébert aussi, à la Tronche. Et ben voilà, les 3 coups de cœur de Paul pour les journées du patrimoine. Moi j'aime tous les musées en réalité. Ça on avait bien compris. Voilà, et si vous faites le tour des musées samedi 19 septembre, puisque c'est les journées du patrimoine, allez faire un petit tour à la librairie Artaud de 15h à 18h pour rencontrer ce garçon très sympathique et qui gagne à être connu et que vous pouvez découvrir également dans ma 153e victoire chez HarperCollins. Merci beaucoup Paul. Merci à vous. Bonne continuation. Je pense que c'est pas le dernier jeu télé auquel vous participez. Nous on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Merci. Ça marche, merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.